Eh bien, nous passons maintenant, dans cette matinale, à notre grand invité du jour, avocat honoraire, vu sur le droit. Évidemment, il s'agit, je n'ai pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, Régis de Castelnau. Bonjour, mon cher Régis, Bonjour bienvenue. Nicolas, merci encore de m'inviter. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion de retrouver sur GPTV dimanche prochain à 9 heures l'intervention qui a été la vôtre sur Radio Courtoisie samedi dernier. Mhm. Eh bien, nous avons la chance de vous avoir à nouveau pour commenter une autre actualité judiciaire et par exemple, mais on a le temps d'aborder de nombreux sujets aujourd'hui avec vous, Régis, peut-être, vous en avez écrit d'ailleurs un article sur Substack, sur le fameux procès qui vient de s'achever tard hier soir sur le cyberharcèlement de Brigitte Macron et où vous expliquez finalement, en résumant très vite, mais je vais vous laisser développer, que le couple présidentiel n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même dans ce qui leur arrive aujourd'hui, hein, l'excès de médiatisation de Brigitte Macron et du couple Macron étant, à mon avis, étant selon vous aussi d'ailleurs, la raison première des critiques qu'elle peut essuyer aujourd'hui. Alors, ce ne sont plus que des critiques, hein. Oui, C'est-à-dire que c'est merci. une espèce de rumeur mondiale désormais incontrôlable, hein, désormais Ouais. incontrôlable, on va sûrement y revenir. Oui, C'est un oui. sujet curieux, c'est un sujet qui n'est pas si facile que ça à aborder, Mm. parce que, bon, il y a tout ça, enfin, je veux dire, est trouble. Il y a se nourrit de l'aversion d'Emmanuel Macron et du couple, puisque c'est un couple qui est arrivé à l'Élysée, il faut le dire, et je vais y revenir. Mais donc voilà, c'est un petit peu compliqué d'aborder tranquillement le sujet parce qu'il y a une dimension judiciaire, mais elle est directement politique derrière, directement politique dans la façon dont la justice, à cette occasion, a été une fois de plus instrumentalisée. Je ne sais pas si elle se laissera instrumentaliser cette fois-ci, on verra. Bon, moi je vais plus loin que l'exposition médiatique comme une des contreparties ou une des conséquences de ce qui arrive aujourd'hui à Brigitte Macron et par conséquent au couple présidentiel et à la famille de Brigitte Macron aussi, ce qui est tout à fait légitime de l'invoquer. Je pense que cette polémique, dans son ampleur, se nourrit aussi, et je parle essentiellement de la France, se nourrit aussi du caractère illégitime dans la perception des gens de l'arrivée du couple à l'Élysée. C'est-à-dire que la France a été un petit peu stupéfaite, finalement, de l'élection d'Emmanuel Macron au printemps 2017, qui n'a été possible que parce qu'en amont, il y a eu toute une opération qui s'apparente à un complot minutieux, mais aussi parce qu'il y a eu la partie judiciaire. Et la partie judiciaire a été brutale. Elle commence le 25 janvier 2017 pour se terminer avec le premier tour de l'élection présidentielle et le duo qui va devoir s'affronter au deuxième, dont chacun connaît l'issue, puisque Marine Le Pen n'a aucune chance d'être élue à ce moment-là. Et donc, tout d'un coup, la France se retrouve avec un parfait inconnu euh, dont elle n'a pas vu grand-chose jusqu'à présent. Lorsque on pense aux élections présidentielles depuis 1965, privilège de l'âge, je les ai toutes connues, et assez bien, hein. Donc, à chaque fois, c'était un, entre guillemets, vieux routier de la politique, y compris en ce qui concerne Nicolas Sarkozy. Les prédécesseurs, il avait fallu qu'ils se présentent 3 fois. Je ne parle pas de Charles de Gaulle ou de Georges Pompidou, mais voilà, François Mitterrand 3 fois, Jacques Chirac 3 fois. Donc, on savait très bien à qui on avait affaire. Ils avaient des partis de masse qui les soutenaient. Ensuite, Nicolas Sarkozy avait également un parti de masse qui le soutenait, et ça a été une victoire très politique. Ensuite, ça a été la défaite de Sarkozy, mais qui avait un fort contenu politique. Mais on lui a mis en face et la France s'est retrouvée avec une calamité politique
qui était le président François Hollande. François Hollande, mais c'était un vieux routier de la politique. Il avait été premier secrétaire du PS pendant 10 ans. Il avait jamais été ministre, ce qui était une particularité, mais il avait été élu local, président du conseil général, donc c'était un vieux routier. Et là, tout d'un coup, débarque un jeune homme dont on ne sait pas d'où il vient, dont on ne sait pas d'où il sort, ce qu'il représente. On nous a vendu ça comme une lessive. Il y a plein de choses bizarres, y compris dans le financement, dans le martèlement dont on a été l'objet, et puis le coup d'État judiciaire. Celui qui doit être président de la République, c'est François Fillon. Moi, je me rappelle des commentaires des uns et des autres, de gens sérieux, après la victoire de François Fillon à la primaire de la droite en novembre 2016. Et puis boum, pas de chance. Pas de chance pour Fillon, le malheureux qui a été massacré. Et on se retrouve avec Macron. Et j'insiste beaucoup, on se retrouve avec Macron. Donc, il y a une forme spontanée d'illégitimité. Il n'y a pas d'aversion au début, il n'y a pas de la haine qu'elle est devenue, concentrée, mais très vite, il y a plein de choses qui ne vont pas. Rappelons que la crise des Gilets jaunes, qui est une insurrection populaire comme qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps, qui a été ensuite traitée avec une répression de masse qu'on n'avait pas vue non plus depuis la guerre d'Algérie. Donc, dès le début, il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, cette histoire de rumeurs, cet infox, comme dit toute la presse, concernant Brigitte Macron, c'est aussi nourri de ça, c'est-à-dire que les gens qui le détestent tellement Emmanuel Macron, qui rêvent qu'il s'en aille, et les dernières études d'opinion sont accablantes. Enfin, je veux dire, il y a 15% des Français qui considèrent qu'il est à sa place. Ça fait pas beaucoup quand même. Et 80% qui pensent qu'il doit foutre le camp. Ce qui est également impressionnant. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays dans le monde, je ne parle pas de dictature, mais s'il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est une situation de ce type, en Occident en tout cas. Même s'il y a pas mal d'endroits où les dirigeants sont très minoritaires. Je pense à la coalition des Chihuahuas avec Keir Starmer ou avec Merz en Allemagne. Donc voilà, cette affaire a pris une tournure en France assez vive, assez acharnée. Alors bon, le scénario est tellement abracadabrant, abracadabrantesque comme aurait dit Jacques Chirac, que on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'en est-il? Et puis bon, alors ça fait bien évidemment Flores, il y a un certain nombre de gens, explosion des réseaux sociaux, qui sur les réseaux sociaux se sont emparés de ceci, mais le problème, c'est que c'est devenu une polémique, oui, mais surtout une rumeur mondiale. Voilà. Il n'y a pas une chancellerie dans le monde, chancellerie qui signifie quelque chose, où ça n'est pas un sujet de rigolade. Où il n'y a pas, des articles de presse, où il n'y a pas des allusions dans les émissions de télévision. Alors on va dire c'est un complot russe, va venir nous dire Dupond-Moretti, c'est strictement grotesque, bien évidemment, pas trop leur en demander, ils se marrent. Mais aux États-Unis, il y a une influenceuse d'envergure internationale qui s'est emparée de ce sujet et qui en a fait quelque chose de très, très important. Donc, bon, dans les pays du Maghreb, aujourd'hui, on a des rapports qui se compliquent avec des pays, et ça peut être par exemple l'Algérie, mais ça a été aussi sur certains aspects le Maroc. Je prends ces deux exemples de pays qui nous sont très proches. Eh bien, cette question, elle flotte, c'est insupportable. Alors, je comprends très bien, c'est insupportable pour la France, c'est insupportable pour les Macron, mais c'est une réalité. Alors, le problème, c'est que ça a été traité en dépit du bon sens. Et là, je reviens sur ce que vous avez dit. Voilà un homme politique qui a été créé comme et lancé comme une lessive. Je me répète. Donc, il a fallu traiter cette rumeur. Ils ont fait n'importe quoi. De façon, je crois que de toute façon c'est la méthode dans tous les domaines du couple Macron, ils l'ont fait de façon chaotique. Ils l'ont fait de façon
chaotique. La défense a été calamiteuse. Il était facile de mettre fin, de tordre le cou à la rumeur. Il y a plein de choses qui sont très curieuses. Je prends juste un exemple. Hein. Je me prononce pas du tout sur le fond, mais je prends juste un exemple. Voilà, dans la thèse des gens des influenceurs ou des gens sur les réseaux ou même de simples particuliers qui croient à cette thèse, l'idée est que Brigitte Macron est un transgenre et qu'elle est en fait son frère, Jean-Michel Trogneux, et donc il y aurait eu un transfert. Alors, tout ça est assez fantasmagorique. Le problème, c'est qu'on nous dit, oui, mais Jean-Michel Trogneux va bien, il est là. On nous a montré quelques photos. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où il y a, et je ne comprends pas, à partir du moment où il y a cette prétention, cette imputation, ce serait pas très compliqué aux frères de Brigitte Macron de se manifester, de venir dire, voilà, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? De la même façon, il y a tout un tas de choses bizarres, absence de photos, absence de fermeté dans certains démentis et tout. Bon, je suis pas en train de dire que c'est fondé. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est une espèce de marécage sur lequel surnage un espèce de chaos bizarre. Alors, je reviens sur cette procédure. Il y a eu des procédures initiales sur atteinte à la vie privée qui ont tourné court, mais pour des raisons techniques, pour des raisons juridiques. Je ne sais pas qui leur avait conseillé de venir sur ce terrain, mais c'était pas une bonne idée. Juridiquement, hein, je parle pas du fond. Bon, donc ensuite, on a eu la procédure de diffamation. Et la procédure de diffamation qui portait non pas sur le sexe de Brigitte Macron, mais sur un certain nombre de choses qui étaient prêtées à Brigitte Macron pour avoir masqué cette réalité-là. Donc, il y a eu les deux personnes qui étaient un peu à l'origine hein, de la rumeur sur les réseaux, qui ont été d'abord condamnées à une peine extrêmement légère, hein, de 500 € d'amende avec sursis en première instance et relaxé en appel. Et relaxé sur le motif de la bonne foi. Moi, j'étais un peu surpris et je l'ai analysé de la façon suivante. Je sais que les tribunaux ont refusé de jouer ce jeu-là. C'est-à-dire, ont refusé d'entériner comment dire... attendez, excusez-moi, j'ai un problème de chat, mon cher Nicolas, vous connaissez le problème, mais hop, j'ai un petit chaton. Oui. Quelques jours, là, qui vient essayer de s'installer sur l'écran à ma place. Donc, voilà. Le problème, c'est que, effectivement, voilà ce que j'ai pensé. Alors, qu'ont fait les Macron à ce moment-là, parce que ça continue. Quand Brigitte Macron dit « je peux pas aller à l'étranger sans qu'on me pose des questions, je peux pas aller à l'étranger sans que je voie dans le regard des autres », et ça, je trouve ça très crédible, c'est vrai. Ça doit être insupportable. Ça doit être insupportable. Donc, le problème, c'est que avant même la défaite devant le tribunal correctionnel statuant en matière de diffamation, avant même cette défaite, ils ont décidé d'aller faire une procédure contre l'influenceuse américaine Candace Owens, qui a des millions de vues et c'est elle qui a répandu à l'échelle mondiale, en dehors des chancelleries, qui a répandu cette rumeur. Donc, ils ont lancé une procédure bizarre, on en a parlé déjà, procédure de diffamation aux États-Unis dans un système qui n'a rien à voir avec le nôtre, une procédure civile qui va coûter des fortunes, où les problèmes juridiques du point de vue du droit américain sont considérables et elles devraient tourner en eau de boudin normalement, y compris que le tribunal du Delaware qui a été choisi, allez savoir pourquoi, risque de renvoyer au département d'État parce que ça pose un problème diplomatique. Enfin, je reviens pas sur cet aspect des choses, mais c'est un peu absurde, surtout qu'on sait que ceux qui seront amenés à statuer, ce sera un jury. Ça va être un jury qui va devoir dire est-ce que c'est une imputation qui est fausse?
Est-ce que, alors dans ce cas-là, si elle est fausse, est-ce que Candace Owens savait qu'elle était fausse lorsqu'elle a lancé son opération et par conséquent avait une intention de nuire? Je dirais, au regard de l'ensemble de ce dossier du droit américain, bon courage. Qu'est-ce qu'ils ont été faire dans cette galère? Et de la même façon, toujours en parallèle, on a lancé et j'y viens, j'ai fait tout ce préalable pour montrer l'espèce de chaos. On a décidé de faire une procédure contre des gens qui sont sur les réseaux, alors certains avec une certaine surface, d'autres pas du tout. Hein. On a fait une décimation. Et ça tombe bien, le terme décimation, c'est ce que faisait dans les légions romaines. Hein, quand il fallait donner un exemple, on prenait un légionnaire sur 10 et on l'exécutait. Bon, donc là, on en a pris 10. On a fait une décimation et on a choisi, alors plus ou moins au hasard, alors même qu'il y a des centaines de millions de gens qui, sur la planète, se sont emparés de ce sujet et en ont discuté sur leurs réseaux respectifs, et en France en particulier. Des centaines de milliers, je dis bien des centaines de milliers. Et donc, on en a pris 10 comme ça pour faire un exemple. Alors, c'est la première observation. La justice pour l'exemple n'est jamais exemplaire. Voilà, ce principe qui a guidé ma carrière professionnelle. Hein, on ne fait pas de la justice pour l'exemple. Simplement, à force d'être à ce point déformé par la communication, par le fonctionnement avec je ne sais plus quel conseil ou avec Mimi Marchand, parce que celle-là, je me rappelle de son nom, tout ça fait que on a vu cette procédure uniquement dans sa dimension communication et sa dimension d'instrumentalisation politique de la justice. Donc, on a pris ces 10 personnes je maintiens, au hasard ou pas complètement au hasard, mais à peu près. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait sur le plan juridique? On a utilisé une loi qui est relativement récente et dont je considère qu'elle est très, très problématique. Pourquoi? Parce que je rappelle les principes fondamentaux. Et j'ai vu que hier, dans les plaidoiries de la défense, il était question de liberté d'expression. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est de la liberté d'expression qui est mise en cause absolument tous les jours. Or, les législateurs, le pouvoir, il essaye à tout prix de manipuler la façon dont les limites de la liberté d'expression sont encadrées juridiquement pour se donner des moyens importants de censure. La Déclaration des droits de l'homme, dans son article 11, dit que la liberté d'expression est absolue, mais que on peut la limiter ou l'encadrer dès lors qu'il y a un intérêt général supérieur qu'il nécessite. Très bien. Bon. Et ça, c'est ce qui s'est produit dans le droit français. Alors, premier principe, contrôle a posteriori. Hein, c'est pour ça que les interdictions a priori des spectacles de Dieudonné sont des violations de la Constitution française. C'est totalement scandaleux. Deuxièmement, quoi qu'on pense de Dieudonné. Deuxièmement, donc, contrôle a posteriori. Et deuxièmement, décision par le juge. Bon, alors vous allez me dire, bon, ben là, ce sont des comportements qui ont été utilisés sur les réseaux, donc on les sanctionne a posteriori, ou on veut qu'on les faire sanctionner a posteriori, et on saisit le juge. Mais c'est là où le problème devient un peu pervers, c'est que la Troisième République a mis en place un dispositif très particulier, très spécifique, protecteur de la liberté d'expression qui s'appelle la loi sur la presse. Alors, c'est ça, la loi sur la presse, ouais. Voilà. Hein. Donc, elle s'appelle loi sur la presse parce que c'est entré dans le langage courant, mais elle considère tous les modes d'expression. Bien. Et donc, là, c'est très protecteur parce qu'il y a une prescription très courte, parce que c'est un formalisme extrêmement important. Bon, alors il y a la diffamation, il y a les injures, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont encadrées. Hein, et c'est un droit qui est particulier. Qu'a voulu faire le pouvoir, déjà depuis un moment, c'est essayer de sortir certaines procédures de l'application de la loi de 1881, dont je répète qu'elle est
protectrice de la liberté d'expression. Alors, il y a eu, merci Manuel Valls, il y a eu le fait d'avoir mis l'apologie du terrorisme dans le droit pénal général. On sait ce que ça a donné après le 7 octobre 2023. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu presque entre 7 et 800 procédures uniquement du même côté. Hein, uniquement du même côté, à la suite des condamnations lourdes, avec de la peine de prison ferme, etc. Donc, il y a eu ça. Et puis ensuite, on a inventé, on a imaginé le harcèlement. Le harcèlement numérique, c'est-à-dire le fait sur les réseaux, de s'attaquer à des gens qui y sont et de porter atteinte à leur santé morale, à leur santé mentale, de les affaiblir, etc. Des lynchages, utilisons ce mot, des lynchages sur les réseaux. Alors là, on est de nouveau dans le droit pénal général. On est dans le droit pénal général, c'est-à-dire avec des prescriptions qui sont ceux du droit pénal général, avec des règles de procédure qui sont celles du droit pénal général. Tout ça n'est guère protecteur. Je considère, moi, que cette loi, et de ce point de vue, je vais utiliser le mot fort qu'on utilise d'habitude, c'est une loi scélérate, parce que elle est le moyen de contourner les principes fondamentaux qui protègent la liberté d'expression dans notre pays. Exactement. Alors, voilà. Donc, on a le problème, c'est que il a fallu un petit peu définir ce qu'était le harcèlement. Alors, je vais être très schématique, bien évidemment. Il y a d'abord le fait de multiplier les mises en cause, les messages insultants, etc. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, elle a basculé, enfin maintenant elle est très liée à Éric Zemmour, je crois, c'était cette lycéenne qui avait été lynchée sur les réseaux et menacée de toute façon, elle a oui, tout à fait. Et il y a eu des personnes qui ont été condamnées, je ne me rappelle plus. Oui, moi aussi, son nom m'échappe, mais oui, on va retrouver. Ouais. Donc ça, on voit bien ce que c'est, Et puis, il y a une autre possibilité, c'est que même si vous n'avez fait qu'un seul message, si vous l'avez fait à la demande d'un organisateur, et on parlera peut-être de Xavier Poussard, si vous l'avez fait à la demande d'un organisateur, eh bien, c'est quand même du harcèlement. D'abord, il faut qu'il y ait un grand nombre de messages. S'il y a jusqu'à un seul message... Il s'agit de Mila, Régis. Voilà. Le chat vient de nous le dire. Merci au chat. Donc, vous avez, donc même avec un seul message, si c'est en meute, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que si vous avez été incité, si on vous l'a demandé, et que vous l'avez fait donc sur commande, comme ça, hein, ou bien que vous êtes concerté avec les autres pour faire effectivement un effet de meute et un harcèlement. Donc, là, je dirais que cette incrimination, au-delà de la décimation initiale, parce que la justice, elle est la même pour tous, donc ce système de double standard et de décimation, pour avoir une justice pour l'exemple et faire une opération de communication autour, n'est pas recevable du tout. Alors, concernant les différents messages, je crois, j'ai pas vu le détail des imputations à l'égard des uns des autres. C'est pour ça que les réquisitions du parquet ont été différentes, mais ça me paraissait assez normal qu'elles le soient d'ailleurs. Hein. Et donc, mais on a identifié trois têtes d'affiche et 7 suiveurs en fait. Voilà. Alors, pour le suiveur, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, après, il y a des gens, je crois, il y en a un qui a mis à propos d'un autre tweet excellent, et puis c'est tout. Hein, il l'a relayé, il l'a mis excellent, ou je sais pas, des photos qui circulaient. Enfin, on sait très bien tout cette espèce de chaos communicationnel autour de cette affaire Brigitte Macron. Et donc, le problème, il est que il y a eu donc les lampistes, 3, celui qui se faisait appeler Zoé Sagan, il y a Bertrand Scholler, qui est un peu exalté, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis je ne sais plus qui est le 3e, mais de toute façon, là, on a concentré un petit peu
sur des gens qui sont assez actifs autour de cette question et qui sont très très anti-macronistes et qui ont joué un rôle dans la diffusion de cette rumeur. Le problème, c'est que c'est pas la responsabilité d'un harceleur, elle n'est pas de faire circuler une rumeur, aussi fausse soit-elle. La loi de 1881 prévoit certaines possibilités. Non, c'est que on vise quelqu'un pour le harceler. Utilisons le terme, c'est le bon. Je ferai remarquer que Brigitte Macron n'a pas de compte Twitter. Emmanuel Macron en a un, oui, mais celui du président de la République, bien sûr, mais Brigitte Macron n'en a pas. Donc, harceler Brigitte Macron sur les réseaux, une personne qui n'y est pas, oui. On voit bien le décalage. On voit Évidemment. bien le fait d'avoir fait circuler la rumeur. Et ça, c'est pas un harcèlement. Que cette rumeur aujourd'hui ait des conséquences, et la fille de Brigitte Macron est venue à la barre dire que ça avait des conséquences traumatisantes, mais c'est vrai, c'est parfaitement compréhensible. Ça doit être épouvantable. Bon, je veux dire, surtout pour des gens qui sont, si vous voulez, il y a un caractère très artificiel, ce que je disais en commençant, à leur arrivée à l'Élysée. Mais Madame Macron, qu'est-ce que vous avez fait avant ? En quoi on doit vous appeler première dame, on affecte des sommes importantes, vous avez des pouvoirs politiques, ça se voit, c'est compréhensible, vous n'avez jamais été élu par personne, il y a un problème avec tout ça. Cette mise en scène, alors c'est pareil pour lui d'une certaine façon, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Il l'a pas. C'est la question de leur légitimité, donc, mais on a le droit de critiquer, on a le droit de moquer. Il y a des décisions de la CEDH qui sont très claires là-dessus. Et la CEDH, d'ailleurs, l'a motivé en disant, dès lors qu'on est homme public, qu'on est homme politique, dans un contexte effectivement démocratique où l'opposition et la contradiction sont les moteurs du fonctionnement du système, eh bien, on doit accepter d'être critiqué, moqué, voire insulté, au sens où l'injure publique est une chose, mais elle est relative aussi. Lorsque Guy Bedos avait traité Nadine Morano de connasse dans un théâtre, à l'occasion d'un de ses shows, elle avait poursuivi à mon avis, très imprudemment, Guy Bedos pour injure, et le tribunal avait dit, mais attendez, lui, il est sur une scène, il passe son temps à dire n'importe quoi, ce n'était pas tout à fait les termes du jugement, donc c'est pas une injure, parce que il y avait cette particularité, et donc, et puis c'était une femme politique en plus. Donc, voilà, le choix du harcèlement est, à mon avis, pervers. Je vais plus loin. Il est pervers parce que, et on voit bien qu'on essaie de mettre le tribunal en porte-à-faux, parce qu'on essaye de lui faire dire que la rumeur est infondée, ce qui n'est pas le sujet. Donc, parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je reviens à Guy Bedos. Quand j'ai dit imprudemment pour Nadine Morano sa procédure pour injure publique, c'est que quand le tribunal a relaxé Guy Bedos, dans notre cher pays où la culture juridique est quand même très faible, tout le monde a dit, le tribunal a dit que Morano était une connasse. Mais non, il a dit qu'en la circonstance, ça n'était pas qualifiable d'injure. Ça l'aurait été par un simple particulier probablement. Bon. Et donc, lorsque le tribunal a refusé, en relaxant les deux personnes poursuivies pour la diffamation, tout le monde a dit, ben voilà, le tribunal a considéré que la rumeur était fondée. Ce qui était faux, bien évidemment faux. Il a simplement dit, il n'y avait pas de diffamation pour différentes raisons juridiques. Bon, donc, là, on essaye de faire dire au tribunal quelque chose sur lequel il n'a pas à se prononcer. Alors, il y a également l'autre aspect et que je trouve très inquiétant, c'est la mise en scène.
C'est la mise en scène. C'est la mise en scène qui me gêne beaucoup. Et je l'ai dit, hein, je comprends très bien que cette situation-là, pour Brigitte Macron et pour Emmanuel Macron aussi d'ailleurs, hein, soit insupportable. D'ailleurs, c'est très intéressant. J'ai lu la plainte, appelons-la comme ça, hein, ou la requête déposée devant le tribunal de Delaware aux États-Unis. Elle fait 250 pages. Oui. Ça n'est qu'une espèce de plaidoirie auto-justificative sur sur la façon dont ils sont rencontrés, etc. et tout. Il y a un côté fleur bleue d'ailleurs. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est assez étonnant. Donc, je reconnais que ça doit être quelque chose de très difficile. C'est le capitaine Haddock avec son sparadrap, hein, donc il n'arrive plus à s'en débarrasser. Alors, on a essayé de faire une opération politique de diversion, hein, parce qu'on est dans une crise politique géante, hein, la France est bloquée. La France en est à se dire, est-ce qu'on ne va pas avoir l'article 47 de la Constitution qui permet de régler le budget par ordonnance? Oui, je rappelle quand même que pour ça, il faut qu'il y ait un gouvernement. Mais si le gouvernement est renversé avant que le délai de 70 jours soit intervenu, je vois mal comment un gouvernement qui n'existe pas, puisque ce seraient des ordonnances prises par le gouvernement. Hein, oui, tout à fait. Comment un gouvernement qui n'existerait pas pourrait prendre un budget et signer des ordonnances qu'il n'aurait pas le droit de signer. Enfin, c'est bon. Je caractérise une crise politique tout à fait considérable. Donc, il y a également toutes les diversions, les rodomontades. Alors, vous avez vu on nous avait sorti les ganaches qui dirigent actuellement l'armée française. Je pèse mes mots en utilisant le terme de ganache parce que les généraux de temps de paix, hein, c'est une caractéristique qu'on connaît bien, hein, où malheureusement, je pense que les cadres de l'armée française sont de grande qualité, mais ceux qui sont arrivés à ce sommet-là, commencé par un colonel qui était Fabien Mandon, qui était chef d'état-major particulier. Le général Soja. Le général Soja, hein, qui a eu ses 5 étoiles en une dizaine de minutes, hein, pour pouvoir devenir chef d'état-major, et qu'on a vu à l'Assemblée en train de présenter un certain nombre de choses. Ça a fait rire tout le monde, un charisme d'huître, avec les uns qui disaient, bon, on avait l'impression qu'il allait se mettre à pleurer, d'autres qu'il allait éclater de rire. Enfin, c'était terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ça ne va pas. Hein. Là, il faut montrer quand même que Macron est un grand chef de guerre et que la coalition des toxicos va se rendre en Ukraine et mettre des bottes sur le terrain. Et on a sorti le chef d'état-major de l'armée de terre qui est venu en treillis en face de Fogiel. Non, mais en treillis, et le mec qui tirait des petits points comme ça et tout. Oh non, c'était pathétique. Bon, oui. J'en profite pour dire du mal, hein, parce que moi quand je viens chez vous, c'est pour dire du mal. Hein. Bon. C'est pour ça aussi qu'on vous invite. donc l'opération de diversion est tout à fait évidente. Alors, première observation, le fonctionnement du système médiatique. C'est assez terrible. C'est assez terrible parce que on a vu effectivement les éléments de langage, tout le monde le doit sur la couture du pantalon. Tout le monde. Hein. La presse écrite, la presse. Donc, tenant cette ligne-là, mot pour mot, quoi, phrase par phrase, c'était la même chose, les infox, etc., etc., etc. Bon, alors, je veux dire que les communicants de l'Élysée aient fait leur boulot, je trouve ça normal. C'est normal, ils ont dû passer des coups de fil dans la rédaction, c'est comme ça que ça marche. Enfin, voyons, on le sait bien. Bon, donc, mais la façon dont l'ensemble de ce système s'est mis au garde à vous est quand même plus que préoccupant, quoi. C'est un peu dramatique. Il y a un côté totalitaire, hein, pour quiconque a comme moi un peu connu l'Union soviétique. Il y avait effectivement, hein, hop, il y avait un communiqué du bureau politique et puis tout le monde s'alignait, hein, sur. Bon, là, c'est un petit peu ce qui s'est produit et ça fait très très mauvais effet, très mauvais effet. Deuxièmement,
il y a la volonté d'instrumentaliser la justice. Et je vais quand même, après avoir parlé de ça, revenir un petit peu sur la presse. La volonté d'instrumentaliser la justice, et là, je pense que les Macron font une erreur. Vous connaissez ma thèse concernant l'appareil judiciaire qui a fait élire Macron, qui le protège contre les mouvements sociaux, les gilets jaunes, contre toute mise en cause de la corruption géante qui frappe le sommet de l'État aujourd'hui, qui poursuit ses adversaires, qui les rend inéligibles, qui fait des opérations de diversion en envoyant Nicolas Sarkozy en prison. On pense souvent, dans la mesure où la connivence avec le pouvoir est extrêmement importante, on se dit, ils ont des ordres. Vieille tradition française, d'une justice aux ordres. Moi, ma thèse, vous la connaissez, elle est de dire non, ils se sont émancipés, ils sont effectivement devenus indépendants, mais pas pour devenir impartiaux, mais pour devenir partiaux sur la base de leur propre partialité politique, pour des raisons sociologiques, pour des raisons historiques, etc. Il y a tout un tas d'éléments qui font qu'il y a une connivence de ces représentants de la petite bourgeoisie urbaine qui ont leur vision politique de ce que doit être la France et souhaitent l'imposer. Ils sont devenus pouvoir politique. Mais par conséquent, il y a des marges. Il y a des marges de manœuvre. Et la décision qui a été rendue dans l'affaire de diffamation a été une décision qui a un peu révélé ça, d'après moi. Il y a peut-être d'autres raisons, je n'étais pas dans le secret du délibéré, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas pourquoi ils ont précisément fait ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est de dire oui, il y a des marges, parce que c'était facile de confirmer la décision de première instance, elle n'était pas méchante, très bien, et puis on n'en parle plus, non, ils ont pris une décision qui, dans tous les éléments de ce débat chaotique, est extrêmement importante. Parce qu'en plus, les relaxés ne sont pas gênés pour l'utiliser. Évidemment. Et les tenants de la thèse de la transidentité non plus. Évidemment. Donc j'ai trouvé que c'était peut-être l'expression d'une volonté du juge de dire, attendez, là, vous nous demandez un service direct, c'est non. On va faire du droit. Et ils ont fait du droit. Et là, je me demande dans quelle mesure, l'affaire étant tellement boiteuse, tellement brinque-ballante, il y aura naturellement, si condamnation il y a, il y aura appel, il y aura cassation, et ça ira direct CEDH. Alors, bien sûr. Quand, j'en sais rien, mais c'est donc que les magistrats n'aient pas envie, tout en étant des soutiens du système, des soutiens de ce régime, tout en étant connivants avec lui, n'aient pas envie d'apparaître comme des domestiques. Je me demande si ça peut ne pas se produire. Parce que la décision qu'ils ont prise de condamnation de Nicolas Sarkozy, que je considère juridiquement totalement infondée, qui n'est que l'expression d'une vendetta ancienne de 20 ans, mais des affaires, il y en a une dizaine. Et donc, contre Nicolas Sarkozy, et cette volonté avec de l'envoyer en prison, dont il va peut-être sortir parce qu'il va y avoir une procédure pour, en attendant l'appel, qu'il soit remis en liberté. Si la jurisprudence est appliquée, la jurisprudence des tribunaux français est appliquée, il devrait être remis en liberté d'ici un mois. Ça devrait être de cet ordre. Je peux me tromper, l'acharnement va peut-être se poursuivre, mais bon. Là, cette décision, pour moi, elle était l'expression du pouvoir que s'est attribué, du pouvoir directement politique que s'est attribué l'appareil judiciaire, qui s'est exprimé également avec la disqualification de Marine Le Pen. Marine Le Pen a été d'abord, elle a été condamnée sur la base grâce à une jurisprudence que je considère comme inconstitutionnelle mise en place par la Cour de cassation il y a déjà quelques années, et également grâce à, il suffit de lire le jugement pour s'apercevoir que c'est pas un jugement à caractère judiciaire, c'est un tract politique. Bon, donc là, est-ce que cette approche politique qu'a la justice française ne va pas les amener à, au contraire, dire, écoutez, nous on fait du droit, on va pas se mouiller,
Hein, on ne va pas user du crédit qui est déjà très faible dans l'opinion publique, hein, pour donner l'impression qu'on obéit aux ordres de l'Élysée. C'est possible. En tout cas, si je devais faire un pronostic, je serais plutôt sur celui-là. Mais attention, hein, on le saura qu'en janvier. 50,01%. Bon. Le 5 janvier, le résultat. Voilà. Donc alors, surtout qu'il y a quand même cette affaire est extraordinaire, moins sur le fond, parce que c'est un tel bazar. Elle est quand même assez extraordinaire, parce que c'est le chaos. Et quand je dis le chaos, je vais montrer deux éléments. Je vais l'illustrer au travers de deux éléments. Premièrement, si on écoute les médias, si on regarde un peu ce qui se passe sur les plateaux, sauf CNews, parce que je pense que Bolloré a dit on ne parle pas de ça, donc Pascal Praud vient s'aplatir dès qu'il peut, hein, pour donner tous les gages possibles et imaginables. Bien. Mais ailleurs, c'est un peu étonnant quand même. Hein. Vous avez cette journaliste qui vient et qui dit oui, vous comprenez, j'ai rencontré un dirigeant important du CAC 40 qui m'a dit Brigitte Macron est un homme. Pardon. Attendez. Il y a des articles du Monde, il y a une espèce d'ambiance bizarre que je trouve personnellement un peu désagréable quand même. Hein. Mais parce que voilà, quoi. Bon, ok, on exécute les ordres, le Figaro par exemple, les ordres de nos oligarques, hein, à nous qu'on a, ceux qui nous commandent, ceux qui nous payent. Mais hop, de temps en temps, on lâche des trucs et tout. Je trouve ça un petit peu quand même problématique. Et puis, il y a également l'aspect gestion du dossier qui reste chaotique. Parce qu'il y a un argument énorme qui est, je veux dire, c'est l'éléphant au milieu du salon, qui est le livre de Xavier Poussard. Le livre de Xavier Poussard, qui est intéressant, moins dans la partie, moi, qui m'échappe un peu de toutes les histoires liées à l'âge auquel elle l'a connu, etc., plus l'accusation de transidentité. Mais la première partie revient en détail et ça m'a amené à regarder différemment l'arrivée de Macron au pouvoir. Pour moi, c'était essentiellement une décision qui avait été prise dans le courant de l'année 2016 face à l'échec de la fausse alternance, hein, Sarko-Hollande, et la nécessité de mettre en place une solution. Et donc, on avait, et grâce essentiellement au coup d'État judiciaire, à la partie procédure, on avait réussi, sachant que Marine Le Pen sera au deuxième tour et que contre elle, ce candidat l'emporterait. Donc, on avait fait comme ça. Or, la lecture du livre de Xavier Poussard, de cette première partie, et puis bon, je me suis renseigné ailleurs, j'ai été fouillé, j'ai relu ce que raconte Marc Andevelde, etc., hein, montre que tout le rôle de Brigitte Macron dans le processus qui s'enracine bien plus loin. L'affaire commence et on le voit avec la sortie de l'ENA, l'année où il n'y a pas, comme par hasard, de classement de sortie. Le classement de sortie est annulé parce que les gens protestent contre celui qui l'a mis en capacité d'aller à l'inspection générale des finances, où Jouyet va le coopter. Donc c'est une affaire, semble-t-il, de longue haleine. Ça, j'ai un peu changé d'avis et je considère que le coup d'État est parti de plus loin encore. De loin. Donc, je reviens sur le bouquin de Poussard, après avoir incité à la lecture de la première partie, hein, pour dire que l'éléphant au milieu du salon, mon cher Nicolas, c'est quand même que ce bouquin n'a jamais fait l'objet de la moindre procédure. Aucune. C'est quand même problématique. Alors, c'est fini, hein. C'est prescrit, c'est 3 mois. Oui, hein. 3 mois, oui. Donc, bon, c'est terminé. Le bouquin a servi de base, tout le monde le sait maintenant, à tout ce qu'a fait Candace Owens. Donc,
il est bien évident que si jamais la procédure américaine arrivait jusqu'aux audiences, on ne parlera que de ça. C'est curieux, quoi. C'est cette espèce de chaos. Alors, au point que certains me disent, oui, mais Macron gouverne toujours par le chaos. Toujours, une façon de mettre le bazar. Quand on voit la gestion de Le Cornu, c'est assez étonnant quand même. C'est assez étonnant. Je nomme Le Cornu dit j'y vais pas, hein, je lui confie une espèce de mission et puis je le renvoie et là il va dans le mur. Je viens à l'étranger parce que j'interviens toujours depuis l'étranger, moi, Emmanuel Macron, pour parler de la France et je viens dire non, mais suspension et puis quoi encore? Non, c'est décalé à 2027. Hein, et puis à 2027, je ferai tout ce qu'il faut pour disqualifier tous les candidats sérieux et je ferai élire Glucksmann. Je serai Premier ministre en 2032. Je ferai une Medvedev-Poutine. Hein. Attention, hein, là je provoque un peu. Encore que il est tellement, je veux dire, détaché du réel, ou plutôt ses actes sont partent tellement de sa psyché. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut réussir ça. Hein. Donc, quand on l'entend venir dire ce ne sera pas, ça n'est pas suspendu, c'était pas méchant suspendu. Puis ça permettait à ce gouvernement de durer et surtout peut-être de faire l'opération budget. Mais il vient dire non, attendez. Je vais être grossier, mais les socialistes, on les a niqués. Hein. Bon, il n'est pas question ne serait-ce que de suspendre. On a décalé, hein, mais en 2027, on vous remet tout ça. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est pas un cadeau qu'il fait à Le Cornu. À son Premier ministre, non. Non, mais même à la France. Hein. Mais ça ne le gêne pas trop. Mais donc, voilà. Voilà pour ce qui concerne cette affaire. Bon, mérite-t-elle qu'on soit aussi long? Peut-être oui, parce qu'elle raconte le macronisme. Mon cher Nicolas, comment est-ce que nous avons pu nous faire fourguer un engin comme ça en 2017? Alors oui, en 2017. Sachant qu'il y avait certainement des indices qui auraient dû alerter beaucoup plus. Moi, j'avoue que je n'avais que peu suivi cette élection présidentielle à l'époque. Et en regardant ensuite des images, je me suis dit, mais comment a-t-on pu voter pour lui? Alors, c'est marrant parce que oui, non, moi, j'ai jamais voté pour lui. Hein. Ouais, moi non plus, évidemment, mais en plus, j'avais peu suivi. En plus, il est réélu assez tranquillement en 2022. Oui. Alors bon, il a bénéficié de plusieurs facteurs, et en particulier que toutes ces oppositions qui vont battre Macron, comment? En votant pour lui. Hein. Merci. En 2017, Mélenchon n'appelle pas à voter Macron au deuxième tour. N'appelle pas à voter Macron. Après, il sera toujours là, et en particulier en 2024, avec son NFP, dont on voit dans quel état il est maintenant. Moins d'un an après, enfin, je veux dire, quiconque connaît les socialistes français savait très bien que ça n'irait nulle part, mais quand même, ça a permis de sauver le PS, qui se retrouve avec plus de députés que LFI, et naturellement de sauver les macronistes, qui se retrouvent avec 130 ou 140, alors qu'ils devaient, tous les sondages le montraient, ils devaient sortir à 60. Donc, je veux dire, mais c'est criminel ce qui a été fait à cette occasion. Parce que, avec l'accusation, c'est le fascisme aux portes, je veux dire, aujourd'hui, si le RN avait été aux affaires, avec une majorité qui n'aurait probablement pas été absolue, c'est-à-dire de l'ordre de 260, la France serait une dictature nazie avec des nuits de cristal et avec de l'incendie de l'Assemblée nationale, comme du Reichstag. Non, attendez, il faut être sérieux. Faut être sérieux. Hein. On aurait peut-être un petit peu des excès à Milei, etc. Puis on aurait surtout la démonstration qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre leur programme, si tant est qu'ils aient un programme qui leur en reste un, hein, sachant aussi que pour les mesures qui soi-disant font peur sur l'immigration, tout le dispositif de l'état de droit, c'est-à-dire où tous les magistrats verrouillent tout, hein, aurait rendu les choses impossibles et on aurait été donc ça a été le moyen de sauver Macron. Vraiment,
venir dire aujourd'hui on ne pouvait pas faire autrement, c'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. Enfin, c'est comme ça. Mais comment est-ce que on a pu se laisser emmener dans cette situation? Je me rappelle, et je reviens 2 secondes sur l'ampleur du coup d'État et le fait qu'il s'enracine dans la durée. J'étais avec Bruno Roger Petit. On sortait d'une émission sur iTélé encore à l'époque, qui était peut-être pas, peu importe. Et on discute, on se connaissait et on discute sur le trottoir. Et on était en avril 2016. Mmh. Et il me dit, oui, mais quand Macron sera président, je dis, mais Macron ne sera pas président de la République. Moi, avec mes arguments, moi, j'ai connu des présidents qui étaient déjà élus, Raymond Barre, Jacques Delors, j'ai connu Balladur, Lionel Jospin, etc. Raisonnant à partir de ces réminiscences, je disais, mais non, pas du tout. Il était catégorique. Quand on sait le rôle qu'il joue aujourd'hui, où est-ce qu'il est, je me dis, tiens, comment pouvait-il avoir des garanties dès cette époque? Comment pouvait-il même avoir la garantie du bon vote des Français? Ben, à partir du moment où on crée les conditions pour qu'il y ait n'importe qui, même une chèvre contre Marine Le Pen, c'était ça c'était ça le plan. Et puis il y avait l'argent aussi. Hein. Il y avait les médias qui étaient verrouillés. Parce que quand on voit, ça c'est le livre de Stemelen, hein, Opération Macron, c'est ahurissant. On ne fait pas attention parce que on lit pas, mais ceux qui ont fait la compilation, c'est dément. C'est totalitaire. Mmh. En tout cas, le problème, c'est comment est-ce que ça va se terminer, ça? Mal, probablement mal. Alors, le contre-feu actuel du système par rapport à ce procès sur le cyberharcèlement, c'est que ce cyberharcèlement, tenez-vous bien, abîme la démocratie. Macron a décidé hier de réunir un certain nombre d'experts justement pour lutter contre les dangers que font courir à la démocratie les réseaux sociaux. Donc avec une amplification finalement des atteintes à la liberté d'expression. C'est une situation curieuse. C'est que effectivement, ils sont terrorisés parce que en face de leur système totalement verrouillé, dont on vient d'avoir une expression considérable à l'occasion de ce procès, de ce système politico-médiatique verrouillé, on a en face, dont GPTV, on a en face ce que j'appelle moi la réinfosphère, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette dissidence qui s'exprime. Comme disait Musk, les médias, désormais, c'est vous, et il avait raison. Je ne considère pas que Musk a raison tout le temps, mais là-dessus, il avait raison. Mais le problème, c'est que face à ça, et face au fonctionnement des réseaux, c'est la vitesse de circulation, hein, et puis surtout les conséquences sociales que ça peut avoir. Alors ça, là-dessus, il y a effectivement le pire et le meilleur. Hein, ça s'appelle les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens communiquent, les gens vont aux nouvelles là, vont chercher de l'information, leur mode d'appréhension du réel est très influencé par ces réseaux sociaux, et ceux qui en sont les critiques n'ont pas toujours tort. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois la différence qu'il y a entre mes enfants aînés et mes enfants plus récents, ma dernière à 25 ans, c'est impressionnant. Ils ne sont pas nés dans le même monde déjà, hein, et là, l'explosion et l'importance et l'influence qu'ont les réseaux. Donc, mais le pouvoir il passe son temps à dire qu'il va réglementer. Il y a il s'y est déjà mis, il a déjà essayé plusieurs fois. Il y a eu la loi Avia qui a été retoquée.
On nous serine les oreilles avec le DSA. Le DSA, c'est un encadrement qui, jusqu'à présent, n'a pas donné lieu à des mesures aussi totalitaires et coercitives que celles qu'on évoque. Je dis, il faut peut-être faire un peu attention de ne pas trop crier au loup. Vous savez très bien que tout ce qui concerne la liberté d'expression, pour moi, c'est une question centrale, hein, et je continue à me bagarrer là-dessus. Et dès que je vois une atteinte à cette liberté d'expression, je m'efforce à ma place d'intervenir. Donc, le problème, c'est qu'il aura beau dire, mais on voit bien. Ils ont embastillé Pavel Durov. Telegram reste un outil d'information et de communication considérable. X, oui. Alors, avec d'autres dangers, puisqu'il y a la question de l'algorithme, il y a la question de l'utilisation par les propriétaires, c'est exact aussi. Mais je pense que il faut rester extrêmement vigilant. Il faut dénoncer, et vous le faites là en disant, voilà... il va réunir de nouveau une commission, ils vont mettre en place des menaces et peut-être recommencer le coup qu'ils ont fait avec la loi Avia. La loi Avia, je rappelle comment elle s'est passée, c'est quand même extraordinaire. Il n'a pas osé saisir le Parlement du projet de loi Avia, il n'a pas osé. Donc on a demandé à cette pauvre Laetitia Avia, je dis cette pauvre parce que depuis elle a été massacrée, depuis elle a été jetée comme un Kleenex, condamnée pénalement. C'était une proposition de loi où le gouvernement a mis tout ce qu'il voulait, c'était son texte, hein, mais Macron n'avait pas osé le faire directement par l'intermédiaire du gouvernement. Et c'est parce que ça aurait été une défaite, et ça a été une défaite devant le Conseil constitutionnel, dont je passe mon temps à dire du mal, mais qui, là, cette fois-ci, a réussi un petit peu à démantibuler le truc. Bon, alors il y a eu la loi sur le harcèlement, c'est le genre de coups qui peuvent être faits. C'est-à-dire qu'on va partir de réalité. Les lynchages médiatiques, ça existe. Les lynchages sur les réseaux avec des conséquences importantes, des conséquences parfois dramatiques, ça existe. Donc on va l'encadrer. Alors l'encadrer par la loi, comme par hasard, on s'en fout pas mal de ces malheureux lynchés. Ce qu'on veut, c'est disposer d'outils permettant la censure, hein, les ciseaux d'Anastasia. Donc le problème, c'est que bon, à chaque fois, il y a quand même une tradition, il y a quand même des textes, il y a la Constitution, parce que l'arrêt du Conseil constitutionnel sur la loi Avia, je vais dire, ils n'ont rien inventé, hein. Ils ont pris tous les principes, tous les textes, et puis ils ont dit non, ça colle pas, ça colle pas. C'était pas une décision d'opportunité politique, là. C'était une décision juridico-juridique. D'abord, pour moi, elle aurait pu aller plus loin, hein. Bon. Deux questions peut-être pour terminer ces échanges, Régis de Castelnau. Déjà, les attaques, elles se dirigent aussi vers les avocats, et pas que les avocats honoraires, les avocats en activité. C'est le cas, par exemple, de Juan Branco. Vous avez fait un tweet sur X, justement, sur sa suspension pour 9 mois, donc, d'exercice de sa profession. Et c'est une décision de la Cour d'appel de Paris qui confirme la décision du Conseil de l'Ordre. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. C'est ce qui, par exemple, a fait que plusieurs prévenus de l'affaire du cyberharcèlement de Brigitte Macron se sont retrouvés sans la possibilité d'être défendus par Juan Branco, justement. Alors, je vais dire ce que je pense de ce qui arrive à Juan Branco, bien sûr, mais les avocats sont l'objet et les victimes d'un système qui tend, dans la mesure du possible, de restreindre leurs droits. Je reviens sur Sarkozy, l'affaire des écoutes. Un des scandales importants de la fameuse affaire des écoutes, elle était que
ça détruit le secret professionnel des avocats. Alors, il y a eu d'autres tentatives de Dupond-Moretti qui a essayé d'autoriser les services de police à utiliser les portables des avocats pour les mettre en marche à distance, pour filmer dans leur cabinet, pour interrompre pour enregistrer leur conversation, etc. Donc, au travers de ça, c'est un exemple, il y a la volonté de mettre en cause les prérogatives des avocats. Avant de parler de Branco, je parlerai aussi de l'avocat de Depardieu. C'est très intéressant, l'avocat de Depardieu. C'est que vous vous rappelez qu'il y a eu une bataille MeToo et l'avocat de Depardieu a été extrêmement offensif dans sa plaidoirie. Il y a une immunité de parole de l'avocat à la barre. Le président a une police de l'audience, il peut, s'il y a une infraction, la constater directement, mais l'avocat dit ce qu'il veut. C'est la moindre des choses. Il a le droit de la défense. Et cette affaire avait donné lieu à une décision hallucinante, c'est-à-dire que le tribunal avait condamné Depardieu et dans les dommages et intérêts avait mis des dommages et intérêts pour le préjudice secondaire à la charge de Depardieu pour les propos de son avocat. Mais pardon, donc immunité, et on la contourne. J'espère que cette décision sera infirmée par la Cour d'appel, mais c'était étonnant. Eh bien, que croyez-vous que notre cher Conseil de l'Ordre a fait? Eh bien, il a ouvert une information disciplinaire contre l'avocat. Il ne l'avait pas fait juste après l'affaire, mais après qu'il y ait eu cette décision, des polémiques, des articles dans la presse juridique et judiciaire, eh bien, quand même, on a cédé et on poursuit le confrère devant le Conseil de l'Ordre pour les propos qu'il a tenus à la barre. Très bien. Alors, à cette occasion, je vous rappelle, mon cher Nicolas, que pour ce qui me concerne, je suis l'objet aussi moi j'appelle ça des trolls. C'était l'autre question dont je voulais vous parler. Bon, alors, donc, je fais ça sur Branco, après, je vous parlerai de mon cas particulier. Alors, Juan Branco est un combattant. C'est pas une réserve que j'ai, mais là, il a une vision de ce que doit être le combat, une vision très personnelle. Il est très courageux. Il va au contact, et donc il s'expose. Il s'expose beaucoup. Moi, ayant fait marxisme-léninisme première langue, j'ai une vision du combat qui est une vision plus collective. Bon, donc, et s'inscrivant dans une évaluation du rapport de force. Et le problème, c'est que l'histoire, c'est quoi? Celle-là, parce qu'il y en a une autre où il a été de nouveau jugé pour une histoire d'enveloppe noire. Tout ça était une construction que j'ai considérée comme un peu artificielle. On va voir ce que le Conseil de l'Ordre en dit. Je ne sais pas quand est-ce que le délibéré sera rendu, mais le parquet a requis 3 ans de suspension. Bon, c'est-à-dire la mort professionnelle. Donc, cette première affaire, c'est que Juan Branco, dans tous ses combats, s'est retrouvé confronté à ce qu'il appelle un compromat. Et il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, pour disqualifier quelqu'un, c'est effectivement, on peut trouver, vous êtes l'abbé Pierre, en 1850, vous avez tenté d'embrasser une femme sur la bouche, et puis boum, 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 on change le nom de la fondation, on déboulonne les statuts. Il n'y a rien de plus simple. Bon, donc, il est victime, je dis bien victime, d'une plainte, procédure de viol, etc. Donc, tout ça, aujourd'hui, n'a jamais eu de suite jusqu'à présent. Ça prend toujours du temps, ça mijote, on garde ça sous le coude. Ça fait quelques années, ça. Et face à ça, et aux polémiques, il a, dans le souci de se défendre, il a décidé de publier des éléments du dossier, des auditions, des éléments du dossier le concernant, pour dire, écoutez, voilà de quoi on parle, voilà de quoi on m'accuse. On dit que je suis un horrible violeur, un prédateur, un masculiniste toxique ou je ne sais quoi. Donc, il a publié ça. Bien, il y a un secret de l'enquête et de l'instruction. Donc, il a été poursuivi pour cette violation. Il a violé, c'était pour se défendre. C'était pour se défendre. Et là, le Conseil de l'Ordre a décidé de le suspendre pour 9 mois. Je trouve ça assez extraordinaire quand même.
parce que des violations de l'enquête et du secret de l'enquête et du secret de l'instruction, il y en a tous les jours dans ce pays. Et il y a même des journaux qui en vivent. Coucou, Arfi, hein, coucou, Edwy Plenel. Donc, et on a des plaintes qui sont déposées. Moi, je me rappellerai toujours de François Fillon, 47 jours d'instruction ultra rapide pour le disqualifier et faire élire Emmanuel Macron. Hein, le Canard enchaîné publie son article dans les kiosques à 7h du matin. À 11h, la patronne du PNF dit ouverture d'une enquête préliminaire. Donc là, il n'y a que les magistrats du PNF et les flics qui vont déléguer pour certaines constatations qui sont concernés et qui travaillent là-dessus 10 jours après. 10 jours après, première publication parfaitement caviardée, parfaitement sélectionnée dans le Monde. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, ce brave François Fillon, qui, tout au long de la procédure, s'est défendu comme un manche? Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, il a déposé une plainte pour violation du secret de l'instruction. Coucou, monsieur Rémi Heitz, le procureur, messieurs Bonnert et compagnie, on en est où là de cette procédure? Elle n'a jamais fait l'objet de la moindre initiative d'enquête, la moindre. Et c'est alors on me dit souvent oui, mais le secret de l'instruction, c'est la loi, c'est la loi. Le secret de l'instruction, il est violé par les avocats aussi. C'est parfaitement exact. Mais là, il n'y avait pas d'avocat. Il a été violé soit par les magistrats, soit par les policiers. Hein, vous voulez savoir qui? Pas compliqué. On débarque, on saisit les ordinateurs et après on rigole. Hein, on sait très bien qui les a violés. Moi, que la justice, par l'intermédiaire de ces magistrats ou par l'intermédiaire de ces flics, qui sont des officiers de police judiciaire, hein, eh bien, violent la loi qu'ils sont chargés de faire respecter, je considère que c'est la pire des corruptions. Donc, effectivement, suspendre 9 mois, c'est long 9 mois, suspendre Juan Branco pour cette période parce qu'il s'est défendu face à un lynchage médiatique et une opération, et quand il la qualifie de compromettre, il a raison. Je trouve ça tout à fait anormal. Et naturellement, il ne faut pas trop en demander à la justice, avec laquelle il a très souvent maille à partir. Hein. Il met en cause nommément les magistrats, etc., etc. Bon, c'est ses modes de combat. Hein, et il est populaire, hein, faut pas se tromper. Donc, le problème, c'est que lorsque vous êtes poursuivi devant le Conseil de l'ordre, vous avez une décision. C'est une procédure disciplinaire. Cette décision peut être susceptible d'appel. Mais qui est-ce qui juge l'appel à ce moment-là? Les magistrats, la cour d'appel. Hein. Il n'y a pas, comme en matière de Conseil de l'ordre des médecins, comme il y a un Conseil national, créé par Pétain, donc on critique beaucoup. Vous avez les conseils départementaux, puis après vous avez en cause d'appel le Conseil national, et ensuite ça peut prendre la voie judiciaire. Donc voilà, ce système-là, même s'il n'y avait pas complaisance de la part du Conseil de l'ordre, et là j'utilise ce terme à dessein, alors bon, faut reconnaître que Juan Branco les prend systématiquement à l'envers aussi. Hein. C'est quand même. C'est évident. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Oui. Non. Il devrait être beaucoup plus pugnace dans la défense des avocats et dans la défense de leurs prérogatives. Et là, en l'occurrence, je suis tout à fait désolé, c'était très relatif. Il a violé le secret de l'instruction pour se défendre. Or, la défense, je suis désolé, elle doit avoir des droits, elle doit avoir. Donc, il aurait été peut-être possible de constater cette infraction, mais de la sortir d'une pure et simple peine de principe. Alors, le problème, c'est que derrière, et puis d'ailleurs, derrière, il y aura l'autre affaire, mais c'est possible aussi que la Cour d'appel ait statué à cette occasion rapidement pour l'empêcher d'être présent à l'audience. Donc ça c'est tout à fait possible.
Alors, on termine peut-être, Régis, par vous-même qui subissez les foudres à l'origine de la rectrice de l'Académie de Versailles, lorsqu'elle était rectrice à l'Académie de Versailles, Madame Aveline, sur une affaire justement liée à du harcèlement. Et là, pour le coup, c'est réellement du harcèlement, hein, Alors, avec les conséquences que ça a eu. cette affaire, elle est, je dirais un petit mot je suis fait l'objet de plaintes devant le Conseil de l'ordre. Ça fait perdre du temps, c'est bon, mais c'est géré bureaucratiquement. Le Conseil de l'ordre, quoi, ils vont me dire que j'ai été vilain, que j'ai mal parlé, ou je sais pas quoi, si ça les amuse, mais bon, mais il faut répondre. Et donc, ça devient un peu systématique, hein, ça devient un peu systématique au point que je réfléchis à une riposte, parce que la fameuse dénonciation calomnieuse qui sanctionne le fait d'avoir démarré une procédure contre quelqu'un en sachant que les faits qu'on invoquait étaient faux. Donc j'ai été l'objet d'une plainte pour apologie du terrorisme parce que j'avais osé critiquer l'ambassade d'Israël. Plainte aussi au parquet, mais qui, je crois, a préféré ne pas ouvrir le dossier. Et puis là récemment, c'est une... oui, j'ai été... je suis poursuivi par quelqu'un qui avait fait quelque chose sur les réseaux et que j'avais commenté de la façon suivante en disant oui, mais c'était tellement absurde. Je dis mais vous êtes comme ça en vrai ou vous êtes idiot comme ça en vrai ou c'est un déguisement? Bon, donc c'est pas très gentil, mais sauf que lui il était sous pseudonyme, donc il n'y a pas d'injure. D'abord c'était pas injurieux, c'était une question. Bon, et donc là toutes mes interventions sur les réseaux ont été extraites sur Twitter et ont été produites pour montrer que j'étais un malpoli, hein, qui n'était pas digne du métier d'avocat, qui doit être plein de mesures et de componctions, etc. et tout. Donc voilà, ça. Bon, donc je voulais pas perdre de temps, mais là je pense que je vais le faire pour ceux-là et puis pour les prochains. Déposer plainte pour dénonciation calomnieuse parce que l'article du code pénal vise également les procédures administratives. Si on veut une sanction ou une décision, hein, par l'intermédiaire d'une procédure contre quelqu'un et que il est démontré qu'on l'a fait avec l'intention de nuire, puisque on savait que les motifs de la plainte n'étaient pas fondés, je vais peut-être le faire. Alors si il y a parmi ceux qui nous écoutent des gens, c'est pas une menace du tout, hein, des gens qui ont envie de me poursuivre, j'informe que désormais je vais réagir. Alors Madame Avenel, Madame Avenel. ce qui est intéressant avec Madame Avenel, c'est que c'est l'expression achevée du macronisme. Madame Avenel est une copine de promotion d'Emmanuel Macron. Oui. Elle veut... Alena. Alena. Elle veut devenir... Oui, il faut préciser Léna. Elle veut devenir rectrice d'Académie de Versailles. Gros poste, où on n'en voit jamais des recteurs dont c'est la première responsabilité. Jamais. Dans toute l'histoire du rectorat, il n'y en a pas eu... Enfin, je n'en ai pas trouvé, enfin ça m'a été rapporté. Bon, il y en a peut-être eu, hein, mais c'est pas... on fait ses classes d'abord, hein, dans des petites académies. Donc, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas les compétences juridiques nécessaires pour pouvoir devenir rectrice d'académie. Qu'à cela ne tienne, Emmanuel Macron prend un décret qui modifie les conditions d'accès au statut de recteur d'académie. Bon, très intéressant. Donc, elle est nommée. Passablement catastrophique. Elle se trouve confrontée à l'affaire Samuel Paty, dont je rappelle qu'un des éléments de cette affaire, c'est que quand Samuel Paty a été mis en cause après avoir utilisé le matériel pédagogique du ministère sur les histoires de caricature, hein, non seulement n'a pas été soutenu, mais a enfoncé la tête sous l'eau, et que ça aboutit à l'horrible tragédie que l'on connaît. Bon, donc, le rectorat, je ne dis pas Madame Avenel, mais sous sa responsabilité, le rectorat a, semble-t-il, été en dessous de tout. Mais semble-t-il parce qu'il y a des procédures en cours, des procédures pénales. Ensuite,
il y a les histoires de harcèlement scolaire, grande cause nationale de Madame Macron, hein, grande cause nationale. Eh bien, il y a une famille qui s'émeut de l'inactivité du rectorat, du fait qu'ils n'ont pas été traités alors qu'il y avait un problème grave, etc. Tout à Ils fait. reçoivent un courrier qui a été qualifié de honteux par Gabriel Attal, quand il en a eu connaissance. Honteux, ce courrier. Et il a décidé de faire une enquête sur laquelle je vais revenir. Et donc, à la suite de ce courrier, quelques temps plus tard, les parents qui avaient été menacés d'un procès. Si vous continuez, hein, on va déposer plainte contre vous, et nous, on n'a pas besoin de payer les frais d'avocat puisqu'on a l'article 11. Attendez, un truc, mais incroyable. Moi, je l'avais qualifié d'infect, le courrier. Donc, j'ai jamais prétendu, dans mon article, que c'était Madame Avenel qui l'avait signé. Et donc, le gamin de 15 ans s'est suicidé. Abominable tragédie. Tout à fait. Abominable tragédie, scandale national, etc., etc. Gabriel Attal, Premier ministre, dit c'est un courrier honteux. Il a été rapidement ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant le remaniement Borne. Et donc il fait faire une enquête. Et cette enquête dit il y a 55 courriers de même nature problématiques. Donc, procédure disciplinaire. Et puis, quand il est Premier ministre, discrètement, plus tard, la procédure est abandonnée. Très bien. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au moment de la polémique la plus forte, j'ai publié sur le blog Vue du droit un article dénonçant ce qui s'était produit et en qualifiant juridiquement tout ça, en expliquant le chantage au procès, en expliquant je n'ai pas accusé et je ne peux pas accuser qui que ce soit de l'avoir fait parce que je disais ça mériterait, et c'est ce que je fais toujours, hein, ça mériterait des enquêtes pénales, des instructions si nécessaire, et c'est au juge de qualifier ce qui s'est produit. Non-assistance à personne en danger pour Samuel Paty, peut-être, et puis d'identifier les auteurs, si tant est qu'on considère qu'il y a eu ça, et ensuite, en ce qui concerne le courrier, chantage au procès avec ce qu'il y avait dans ce courrier, ça je suis affirmatif, il était là, ce truc, parce que j'ai eu de la jurisprudence dans ma carrière là-dessus, hein, et donc, et puis non-assistance à personne en danger aussi, ça méritait, c'est ce que je disais, ça méritait d'être traité par la justice, quitte à ce qu'on fasse un classement sans suite ou une ordonnance de non-lieu. Pourquoi pas? Mais ça, c'était une autre affaire. Donc, je dis ça. 4000 lecteurs. Très bien. Bon. Et puis, j'oublie. Et puis, alors après, comme j'ai déménagé, on a mis longtemps à me trouver, hein, et 2 ans après, je reçois un avis de mise en examen. Mise en examen dans le cadre d'une instruction devant un juge d'instruction de Paris. Alors, le juge d'instruction, il est un petit peu passif, c'est-à-dire que lui, c'est une affaire entre parties, hein, l'affaire de diffamation. Elle a des conséquences pénales, y compris qu'il y a des peines, amende, de peines de prison, etc. Hein, et puis, bon, naturellement, des dommages et intérêts. Donc, et le juge d'instruction, il n'a pas d'avis. C'est au tribunal d'en avoir un, mais lui, il prépare le dossier pour que le tribunal dispose des éléments le permettant. Donc, je vois ça, je réagis. Bon, il y a eu certains échos dans la réinfosphère, etc. Et puis, je viens d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel parce que Madame Avenel s'acharne. Et quand je dis que c'est l'expression du macronisme, hein, une copine, on change les règles, on la nomme, elle n'est pas à la hauteur. Ensuite, elle part pantoufler dans le privé. Oui. Hein, qui est le sport national de la haute fonction publique française, socialiste en général. Hein, on part pantoufler.
la pantoufle s'avère peut-être à une dimension qui répondait pas à ses compétences, je sais pas, hein. Elle y a passé très peu de temps, mais pas de problème, pas de problème. Elle a réintégré la fonction publique puisqu'elle est désormais collaboratrice de Valérie Pécresse à la région Île-de-France, de Oui. nouveau payée sur fonds publics. Donc, et ensuite, on n'accepte pas d'être mis en cause. On n'accepte pas d'être confronté à une réalité et à des critiques. Et j'insiste sur le caractère diffamatoire, je ne l'ai pas injurié, je n'ai pas dit voilà ce qu'elle a fait, voilà, elle est coupable de ceci, ou je n'ai pas imputé des faits qui ne se soient pas produits, hein, et qu'elle aurait commis. Donc il n'y a pas de diffamation. Simplement, elle va poursuivre, alors que d'une certaine façon, tout le monde, pas tout le monde a oublié, mais c'est une affaire qui est désormais ancienne. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Non, ils ne supportent pas ces gens-là. Ils ont droit à tous les passe-droits, mais ils ne supportent pas d'être mis en cause, d'être critiqués. Ouais. Et ça, c'est le type même de la procédure Bayon. La procédure Bayon, c'est-à-dire on fait n'importe quoi, ça c'est le macronisme, mais s'il y en a qui s'émeuvent, on les bâillonne. C'est ça. Eh bien voilà, donc en tout cas, on continue à suivre ce dossier. Vous avez été particulièrement apprécié, j'ai vu dans le chat des personnes qui voulaient même faire de vous un permanent de GPTV, c'est dire le succès que vous remportez. Vous payez bien, Nicolas? Ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Non, c'est à la non, direction je plaisante. aussi. Moi, j'ai. Alors, mes activités de médiatiques, c'est-à-dire essentiellement sur les réseaux, puisque maintenant, j'ai fréquenté pas mal les plateaux, les chaînes d'infos, etc. Là, la dernière en date, j'avais une émission assez régulière où j'étais invité chez Sud Radio, mais non, c'est fini. Hein, je pense que je suis, d'après les petits échos que j'ai, je serais trop sulfureux. Bon, donc non, mais cette activité-là, y compris la chaîne YouTube, bon, là, il y a Substack où j'ai fait un gros effort pour m'y investir. Ça implique quelques frais. Il faut s'abonner à pas mal de trucs. Hein. Il faut suivre l'actualité, il faut faire de la veille. Quelquefois, il faut faire des sous-traitances, je pense en particulier aux médias. Mais sinon, pour ce qui me concerne, j'ai un avantage, mon cher. C'est que je suis en retraite. Et donc, je touche une pension qui n'est pas mirobolante. Hein, une pension qui n'est pas mirobolante. Mais voilà, c'est militant, quoi. C'est un combat. Hein. C'est que, en fait, j'ai une longue carrière. Au cours de cette carrière,